Bien, alors voici la deuxième partie de notre séance de révision numéro 4, toujours sur les diagrammes de Pourbet. Il s'agit maintenant de l'exercice du concours MP 2017. Alors, il s'agissait du cérium, CE. Donc, en première partie, on vous avait demandé de calculer la concentration des ions cérium dans une solution saturée en CeOH3 solide. Et si vous regardez les données qui vous ont été fournies dans l'énoncé donc du concours, vous y trouveriez le produit de solubilité de CeOH3 solide. Alors, il est vrai que j'écris la réaction dans le sens d'une précipitation, mais pas de souci, on écrit dans le sens qu'on veut. Donc ici, Ce3 plus 3OH- va vous donner du COH3. Maintenant, quand vous allez calculer, vous faites attention à la constante qu'on vous a donnée. Si on vous donne une constante de solubilité, c'est que la réaction, donc voici les réactifs et voici les produits, donc pour écrire correctement votre constante. Donc ce sont le produit des produits sur le produit des réactifs. Donc les produits, c'est CE3 plus fois OH- à la puissance 3. Sur les réactifs, c'est un solide, son activité est égale à 1. Alors, comment est-ce qu'on va calculer la concentration du cérium? Vous avez le produit de solubilité, eh bien, il va falloir exprimer OH-. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à l'équilibre de saturation, vous le voyez bien, vous voyez que la concentration du cérium et le tiers est égal au tiers de la concentration, ou le nombre de moles de cérium, c'est le tiers du nombre de moles de OH-. Donc, pour un litre, vous avez en termes de concentration. Donc, vous remplacez donc les OH- par 3 Ce3+, et bien sûr, vous en déduisez la faible concentration du cérium, donc en solution. C'est pour ça qu'on vous dit que CeOH3 est très peu soluble dans l'eau, puisque vous n'avez que 1,65 10-6 de cation en solution. Bien, la question qui suit, c'est à quel pH? Donc, quel est le pH de cette précipitation, hein? Eh bien, toujours avec votre produit de solubilité, le pH, il est là, d'accord? Donc, vous savez que la constante de dissociation de l'eau, elle est de 10-14, on vous l'a d'ailleurs rappelé dans les énoncés. Donc c'est OH- fois H+, vous remplacez, et puis vous avez sans souci votre pH, c'est moins log de H+, et c'est 8,69. Donc, au pH 8,69, d'accord, ou bien plutôt si vous avez une solution à 1,65 10-6 mol de cérium, eh bien vous allez avoir la forme précipitée à partir du pH 8,69. C'est le pH de précipitation pour cette concentration en cérium. Maintenant, quelle est la question? On vous dit que si on change de pH à pH 4, est-il possible d'avoir en solution 10-3 mol de cérium? Parce que ça semble beaucoup, c'est 1000 fois supérieur à la concentration maximale de la solubilité du cérium, mais pour un pH de 8,69. Maintenant, pour un pH 4, est-ce que c'est possible d'avoir du cérium à 10-3 mol par litre? Eh bien, il vous suffit de vérifier si Ce3 fois OH- au cube, est-ce que c'est supérieur au produit de solubilité, donc vous allez précipiter? Est-ce que c'est inférieur au produit de solubilité, donc vous n'allez pas précipiter? Ou c'est juste égal, donc vous êtes, comme on vient de le faire ici, exactement à la saturation. Donc quand vous faites vos calculs, vous avez ce qu'il faut. Si le pH égale à 4, c'est-à-dire H+, c'est 10-4, bien sûr, ou H- c'est 10-10. Et vous vous retrouvez avec 10-33. Bien sûr, c'est inférieur au produit de solubilité,
Donc effectivement, vous pouvez travailler, vous pouvez avoir du cérium à 10-3 mol, mais attention, il faut se mettre à pH 4, parce que de toute façon, à pH 8,69, c'est pas possible, puisqu'à 2,65, 10-6, vous précipitez. Ça, c'était la première partie qui correspond à la chimie des solutions que vous avez vues en première année. Maintenant, on vous dit, pour cette fameuse concentration de 10-3 mol par litre, eh bien, quel est le pH de précipitation? Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, à pH 4, il n'y a pas de précipitation, mais alors à quel pH on commence à précipiter? Toujours le même principe, hein, c'est comme pour la question numéro 2. Donc vous avez votre produit de solubilité, vous remplacez vos OH- par Ke sur H+, et vous obtenez votre pH, et vous voyez que vous avez, pour un pH 7,77, vous commencez à précipiter. Donc, on vous dit de préciser ça sur un axe, bon, c'est-à-dire qu'on est en train de vous préparer à élaborer votre diagramme de Courbet. Vous savez que dans ce diagramme, vous avez l'axe des pH et l'axe, bien sûr, des potentiels. Ici, les espèces ont le même nombre d'oxydation, hein, donc puisque c'est un couple acido-basique. Vous pouvez le vérifier, je vous renvoie à la séance de révision, là, numéro 4, mais la première partie, pour si des fois vous avez des doutes, est-ce que ce couple est un couple redox ou pas, donc j'en ai parlé dans la première partie. Voilà, donc à pH 1,77, normalement nous avons ici une verticale qui marque la frontière acido-basique. Une fois que la frontière acido-basique a été identifiée, on vous demande d'identifier les frontières redox, donc c'est-à-dire entre les couples redox. Vous avez ici deux couples, on vous les a donnés, c'est très simple, hein, on vous les a donnés, donc il n'y a plus qu'à bien équilibrer les demi-réactions. Ici aussi, je vous renvoie à la première partie de cette séance de révision où j'explique les 3 étapes pour un équilibre sans souci d'une demi-réaction redox. Donc, vous équilibrez la première demi-réaction, le potentiel est à ce moment-là facile à calculer, donc puisqu'on vous a donné la concentration. Donc, pour le couple CE3+, CE solide, il ne dépend pas du pH, c'est une constante, le potentiel c'est moins 2,4. Mais pour le couple CeOH3-Ce, il dépend du pH, d'accord? Donc c'est une droite, on vous a donné le potentiel standard, c'est dans les données, hein? Donc vous avez le potentiel standard, donc c'est une droite de pente moins 0,06. Donc c'est ainsi qu'on vous demande donc de tracer le diagramme, puisque vous avez tout fait. Ici, c'est un diagramme très simple, donc vous n'avez pas besoin, comme on l'a vu dans la première partie de cette séance de révision, de tracer un tableau de bord qui va vous aider à, bien sûr, remplir votre diagramme ou tracer votre diagramme EPH. Ici, vous avez 3 espèces, donc c'est très simple. Pour le premier couple, on vient de le dire, le potentiel était constant. Attention, on s'arrête parce que CO3+, à partir de 7,77, il se transforme en sa forme basique, CeOH3, et cette fois-ci, à partir de 7,77, nous avons ce couple redox-là, nous avions déterminé le potentiel, et nous avons dit qu'il dépendait du pH, et la pente était de moins 0,06. Bien, donc jusque-là, normalement, il n'y a pas de souci. La question maintenant intéressante dans ce concours, on vous dit que on va étudier l'action de l'acide chlorhydrique sur le cérium. Donc on a écrit pour vous la réaction toute prête. Donc voici le système. Nous avons une plaque de cérium, c'est un solide qu'on va plonger dans l'acide chlorhydrique. Et on va se poser la question, est-ce qu'il va y avoir une attaque acide, une corrosion de la plaque? Donc, vous allez avoir un dégagement d'hydrogène
et votre cérium va subir une corrosion, il va passer en solution, ou bien non. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de calculer l'affinité. Si l'affinité chimique du système est positive, donc la réaction directe est possible et elle est spontanée. D'accord ? Mais nous allons calculer cette affinité. Mais il se trouve que lorsque vous avez un diagramme pH, vous pouvez répondre à cette question sans pour autant calculer d'affinité. Comment est-ce qu'on peut le faire? Déjà, nous avons le premier couple CE3, il est là. Donc nous sommes ici, nous allons travailler à pH 5, donc nous sommes de ce côté-ci, d'accord? La concentration, nous l'avons, c'est très bien. Mais nous avons besoin, vous avez positionné le premier couple, nous avons besoin de positionner ici le deuxième couple. Donc nous allons tracer, si vous voulez, le potentiel redox du couple H+ et H2. Donc on écrit la demi-réaction, vous écrivez l'expression du potentiel sans souci. Donc on le connaît pour ce couple, c'est un couple classique et standard. C'est d'ailleurs l'un des couples de l'eau. Et c'est une droite donc de pente moins 0,06 pH. Bon, je m'arrête ici parce que ici le pH dépend de 5, égal à 5. Donc j'ai calculé pour le pH égal à 5. Mais si on voulait tracer le potentiel en fonction du pH sur toute la gamme du pH, donc voilà la droite, moins 0,06 pH. L'oxydant est en haut, H+, le réducteur est en bas, H2. Comment est-ce que je peux répondre à la question posée ici? Ce qu'on vous demande, on vous demande de calculer l'affinité, pas pour le plaisir de le faire, mais c'est justement pour conclure. On vous demande de conclure, c'est-à-dire de dire est-ce que la réaction est spontanée ou pas. Comment je peux répondre à cette question sans calculer l'affinité? Eh bien, c'est très simple, ce sont mes diagrammes qui le permettent. Qu'est-ce que je vois? Il s'agit de voir si CE solide réagit avec H+. Qu'est-ce que je vois ici? Voici le domaine de prédominance de CE solide. Voici le domaine de prédominance de H+. Leurs domaines de prédominance sont disjoints. D'accord? Il n'y a aucune intersection entre ces domaines. Lorsque les domaines de prédominance sont disjoints, il y a réaction. CE va réagir pour donner quoi au pH acide? Il va donner CE3+. Si on devait travailler à pH basique, qu'est-ce qu'il donne à pH basique? Il donne CeOH3 d'un côté. De l'autre côté, H+, donc il va réagir pour donner le réducteur qui est juste en dessous, c'est-à-dire H2. Et vous voyez bien que le produit des deux réactions, ont donc des domaines conjoints. CE3+, voici tout le domaine de CE3+, et H2, voici tout le domaine de H2. Vous voyez qu'ils ont un domaine conjoint, donc ils sont stables et ne réagissent pas entre eux. Donc, votre diagramme de Pourbet vous dit que la réaction spontanée, thermodynamiquement possible, elle se fait dans ce sens. Eh bien, nous allons vérifier tout ça en calculant cette fameuse affinité. Donc, bien sûr, on continue avec le calcul, donc on commence le calcul plutôt de l'affinité. Donc, je vais maintenant remplacer mon pH par 5, puisqu'on le veut à pH 5, donc c'est moins 0,3. Et pour le deuxième couple, donc vous écrivez le potentiel, bien sûr, vous remplacez le cérium par 10-3, le potentiel standard par ce qui vous a été donné dans l'énoncé, et vous calculez donc moins 2,4 pour ces deux potentiels. Bon, vous vérifiez bien sûr, si vous avez bien tracé. À pH 5, nous avons ici moins 2,4 et pour le deuxième couple, nous avons moins 0,3. Alors, comment est-ce qu'on va calculer l'affinité? Donc ici, je vais faire un petit rappel.
qui consiste à dire quoi? Eh bien, pour une demi-réaction redox, ox plus n électrons égale à red, on peut tout à fait définir un delta G de cette demi-réaction qui est égal à moins n, le nombre d'électrons échangés par cette demi-réaction, fois la constante de Faraday, fois le potentiel, bien sûr, du couple redox. Si j'applique ça à mes deux, bien sûr, mes deux couples ici, et je vais le mettre dans les bons sens, hein. Donc je vais écrire que H+, plus n électrons donne le réducteur, d'accord? Donc je peux tout à fait écrire le delta G de ces 1 de cette première demi-réaction, comme je l'ai défini ici, 2 électrons échangés. Pour le deuxième, alors attention, je l'écris dans l'autre sens, j'écris red donne ox plus n électrons, donc ici c'est pour ça qu'il n'y a pas le moins, hein. Donc delta G2 dans ce sens-là, c'est 3 électrons échangés, donc F, puis bien sûr le potentiel. Pour former la réaction globale, pour pouvoir additionner tout ça, donc il nous faut le plus petit commun multiple entre ces deux espèces, donc je vais multiplier par 3, par 2, je vais sommer, et voilà, je peux tout à fait avoir le delta G de cette réaction, d'accord? Ce n'est que 3 delta G1 plus 2 delta G2. Comme on a fait tous les calculs tout à l'heure, donc vous écrivez les expressions avec les potentiels. Vous avez ici 6F à mettre en commun, d'accord? Nous avions tout à l'heure calculé le potentiel pour ces deux couples, hein, moins 0,3 et moins 2,4. La constante de Faraday vous a été donnée, bien sûr, dans l'énoncé du concours. Vous pouvez calculer votre delta G, vous voyez bien qu'il est négatif, et vous le savez très bien, lorsque delta G d'une réaction est négative, c'est que le sens spontané est le sens direct. Puisqu'on vous demande une affinité chimique, eh bien c'est très simple, l'affinité chimique, c'est moins la variation de l'enthalpie libre. Elle est bien positive, donc conclusion, la réaction spontanée se fait dans le sens direct, donc spontanément, effectivement, l'acide chlorhydrique attaque votre cérium solide et le corrode. Donc vous avez le produit de la corrosion et le dégagement de petites bulles d'hydrogène. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. À la prochaine pour la séance de révision numéro 5. Au revoir.